Eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et aujourd'hui on a la chance d'être 6, on va donc se faire une partie de Commander en mode tricherie. Je vais me fendre d'un petit résumé des règles quand même rapidement. Chaque joueur va tirer un rôle secrètement, il sera ou le seigneur, ou le gardien, ou un assassin, ou le traître. Il en découlera une identité, accompagnée d'un coup de mana permettant de révéler son rôle à tous les joueurs, et un effet pouvant aller du détournement de sort, ou le fait de prévenir les dégâts, de contrecarrer un sort, d'avoir un autre tour, bref, c'est assez varié. La victoire de chaque rôle est définie comme suite. Le seigneur et le gardien gagnent s'ils sont les derniers en vie, donc le gardien aide le seigneur et gagne et perd avec lui. Les assassins, eux, gagnent si le seigneur est éliminé. Quant aux traîtres, ils gagnent si tous les autres joueurs ont été éliminés. Cela implique d'éliminer les assassins avant le seigneur et également les autres traîtres. Comme je l'ai dit au début, chaque rôle est caché. Le seul qui a son rôle révélé dès le début de la partie, c'est le seigneur. C'est également lui qui va commencer la partie. Dernière info, puisque nous sommes 6 joueurs, il y aura dans la partie un seigneur, un traître, 3 assassins et un gardien. Voilà, vous avez l'essentiel pour comprendre le mode tricherie. De toute manière, il y a le lien des règles en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On en arrive à la présentation des joueurs et de leur deck, et on va commencer avec Sylvain qui joue Arrache-Gueule Nigrinçant, une créature légendaire Golgari qui a la menace et la portée, et qui va lui permettre, quand son commandant arrive ou quand il joue une carte avec au moins 2 types de cartes, de créer pour chaque joueur un jeton de créature 2/2 noir oiseau qui arrivera engagé. Ce jeton aura le vol et sera incité pour le reste de la partie. Le but du deck de Sylvain est de rester assis bien tranquillement en bouffant du popcorn et en se marrant en regardant ses adversaires se foutre dessus grâce aux oiseaux qu'il va leur donner. De mon côté, je vais jouer un deck jeton avec Merry et Pipin. Pipin pourra créer des jetons food et également en sacrifier pour booster toutes mes créatures, tandis que Merry me permettra de créer des soldats 1-1 avec le lien de vie à chaque fois qu'un artefact arrivera sous mon contrôle. Tous ces jetons seront la matière première pour faire tourner le deck, et pour gagner mon but est d'avoir assez de jetons pour pouvoir attaquer sous boost de Pipin, ou sinon d'aligner une combo me permettant d'infliger une infinité de dégâts. On continue avec Ludo qui va nous jouer un deck Grul avec le commandant Amarante Coral. C'est une belle 5/4 avec le piétinement, il est obligé d'attaquer à chaque tour, et à chaque fois qu'il va blesser un adversaire, il va infliger autant de dégâts à tous les autres adversaires. Et voilà un deck qui respire la finesse car son but est simple, il faut faire passer le commandant à travers les défenses adverses, le booster et infliger des gros dégâts à tout le monde. Il a également rajouté des cartes avec des effets similaires pour enrichir ses dégâts en AOE, le tout étant bien supporté par des cartes de protection, lui permettant en plus de ça d'obtenir quelques boosts en plus. Un deck pensé pour être très agressif et incarner la finesse même. Le jour suivant sera Coco, il va inaugurer son nouveau commandeur avec Molecule Man. Molecule Man est un deck qui est construit sur plusieurs concepts. Le premier étant que c'est un commandant incolore, ce qui est un petit challenge de conception étant donné l'accès restreint aux seuls sorts sans couleur, heureusement que les artefacts existent. Le second concept est le thème que donne la capacité du commandant, que j'appelle le jouer sans payer. Pour renforcer ce thème, j'ai ajouté des cartes telles que Machine à présage, Planétarium de Wenchitong, Bienvenue au Planétarium. Je croyais que c'était Planétarium. Creuset merveilleux, Colosse de Maelstrom, etc., etc. Bref, des cartes comme ça. Le deck en chie 1000. Pour tirer parti au maximum de la capacité de Molecule Man, j'ai également ajouté quelques cartes pour contrôler ma pioche. Toupie Divination du Sensei, Atelier à Parchemin, Boule de Cristal, etc. Le kill du deck se fait de manière classique, à la créature et sans subtilité aucune, parce qu'on peut se permettre de mettre des grosses créatures telles que Galactus, Robot Panthère, Titan Triplette et autres Kozilek. Toutefois, je me suis interdit des Colosses de Pestacier ou autres Eldrazi annihilateurs parce que j'ai une race en fait. Le tout est renforcé par une base de mana solide avec plusieurs cailloux, parce qu'on ne peut pas toujours jouer sans payer. Et enfin, le deck contient quelques petites choses propres à l'incolore que l'on ne voit pas ailleurs, telles que Écho d'éternité ou Tout n'est que poussière. Voilà, c'était Molecule Man, j'espère que ça vous plaira, et à tout de suite pour la game. Merci Coco, enfin je crois. L'avant-dernier joueur à nous rejoindre sera Ciel, dit le Cielou, qui nous jouera la bien connue Delina Mage Sauvage. En effet, ce commandeur mono rouge lui permet à chaque fois qu'il va attaquer avec Delina de cibler une de ses créatures et il va lancer un dé 20. En fonction du résultat, il pourra créer un jeton engagé et attaquant qui est une copie de la créature qu'il a ciblée, sauf qu'elle n'est pas légendaire et qu'il faudra qu'il l'exile à la fin du tour. Et s'il fait un bon résultat, entre 15 et 20, il pourra créer un jeton et en plus de ça, relancer le dé. Dans les infos que Cielou m'a donné sur son deck, il me dit qu'il est rempli de créatures faisant des trucs fun en ETB. Du coup l'idée c'est de sortir Delina et d'attaquer avec pour faire proc plein de TB dans tous les sens, ce qui peut donner des choses explosives si tu rolls bien sur ton D20. La stratégie globale du deck c'est généralement d'essayer de sortir Delina assez tard, même si c'est un commandant qui coûte que 4 de mana. En effet quand elle sort tu veux pouvoir la protéger puisque ça reste une 3-2, elle reste fragile donc littéralement à portée de n'importe quel burn.
Une fois le setup en place, le deck embarque plein de solutions pour pouvoir attaquer sereinement avec le commandant. Pour finir, et pour citer ces mots, mais on sait tous que les plans ça ne survit pas à la réalité. Du coup, quand il manque de certaines pièces, en général les protections pour des Lina, il va se contenter de semer le chaos, parce que le chaos c'est rigolo, et que même des fois par hasard, il ressort de la mêlée en meilleure santé que tout le monde. PS, mais c'est rare. Et on termine avec notre dernier joueur qui sera Flo, qui va nous sortir également pour la première fois son deck Ultron l'Annihilateur, un deck combo mono noir. Basé naturellement sur les artefacts, on va retrouver les grands classiques de récursion de ces derniers, et également toutes les cartes bien connues des sacrifices permettant les combos infinis. Ces deux mécaniques rentrent parfaitement en synergie avec la dernière capacité de Ultron qui permet qu'à chaque fois qu'un artefact est mis dans son cimetière, il pourra infliger une blessure à chaque adversaire. En plus de ça, à chaque fois qu'Ultron arrive ou attaque, il pourra créer un jeton de créature artefact de 2, ce qui est d'autant plus facile puisque Ultron a le vol. Et pour cette partie, notre seigneur sera le collecteur de dettes. Concrètement, au début de son étape de fin, il pourra cibler un joueur pour qu'il pioche une carte et il gagnera également un marqueur dette. Puis, au début de son entretien, chaque joueur perdra un point de vie pour chaque marqueur de dette qu'il a. Le seigneur, quant à lui, gagnera autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. En bonus, à chaque fois qu'un joueur perd la partie, il pourra piocher une carte pour chaque marqueur de dette que ce joueur avait sur lui. Sylvain étant notre seigneur, il commence la partie en jouant un marais. Il jouera également l'espoir de Girapur, une créature 1-1 avec le vol qu'il peut sacrifier, et le joueur qui a subi des blessures de cette créature ne pourra pas lancer de sort non créature pendant ce tour. À son étape de fin, la capacité du collecteur de dettes se déclenche, Sylvain ciblera Coco, il piochera une carte et gagnera un marqueur dette. Fais-moi piocher. Tu veux piocher comme quoi? Bah, je suis ton allié. A mon tour, je joue un paysage myriadaire, un terrain qui arrive engagé, qui peut s'engager pour ajouter un mana incolore, et pour 2 incolores, je peux l'engager et sacrifier pour aller chercher 2 terrains de base qui partagent un même type. Ces terrains arriveront sur le champ de bataille engagé. Ludo posera une forêt, Coco un land et Cielou une montagne. A son tour, Flo jouera mollement un dépôt d'énergie, un terrain artefact qui arrive engagé, il peut s'engager pour ajouter un incolore, ou sinon s'engager pour ajouter un mana de la couleur de son choix, du moment que c'est pour jouer un artefact ou une capacité d'artefact. En plus de ça, il a la modularité 1, ce qui fait que s'il est détruit, il pourra déplacer ce marqueur plus 1/+1 sur une créature artefact de son choix. Au début de l'entretien de Sylvain, le collecteur de dettes se déclenche et Coco perdra un point de vie tandis que Sylvain reprendra un point de vie. Il jouera ensuite une forêt et l'ornithoptère de paradis, une 0-2 avec le vol qui peut s'engager pour ajouter un mana de la couleur de son choix. Il passera à sa phase d'attaque et on verra son espoir de Girapur sur Flo lui infligeant une blessure. À son étape de fin, le collecteur de dettes se déclenche, il va cibler Ludo pour lui faire piocher une carte et prendre un marqueur dette. On reprend avec mon tour, je joue une tour de commandement et pour 2 mana un cachet d'ésotérisme. Je passe le tour à Ludo, il va land avec une forêt, jouer les jambières d'éclair, un équipement qui s'équipe pour 0 et qui donne la célérité et le linceul à la créature équipée. Au tour de Coco, il se contentera de lander, le tour de Cielou, il mettra une montagne en jeu et jouera un diamant du feu, un artefact qui arrive engagé et qui peut s'engager pour ajouter un mana rouge. On enchaîne avec le tour de Flo, il va land avec une citadelle de son brassier, un terrain artefact indestructible qui ajoute un incolore, et il va utiliser 2 mana pour jouer un mire de plomb, une créature artefact qui peut s'engager pour ajouter un mana noir. Le tour de Sylvain commence, à son entretien le collecteur de dettes se déclenche, Coco et Ludo vont chacun perdre un point de vie et Sylvain va reprendre 2 points de vie. Après ça, il va lander avec un arbre des récits, un terrain artefact qui peut s'engager pour ajouter un mana vert, et il va utiliser 3 mana pour jouer l'inspecteur de la fonderie, une créature artefact 3-2 qui lui permet de baisser le coût des artefacts de 1. Les gens jouent artefact. Allez, on est face à face. Je savais pas que c'était un deck autant artefact que ça. Il a dit face à face. Ouais. Non, mais parce que moi aussi, je joue artefact. Ils jouent tous les deux, nous on joue à 4. C'est pas ça du tout. On en arrive à sa phase d'attaque, il va envoyer l'espoir de Girapur sur moi, ce qui va m'infliger une blessure. Puis au début de son étape de fin, le collecteur de dettes se déclenche, il va cibler Ciel, lui faire piocher une carte et lui mettre un marqueur dette. De retour à Bibi, je vais commencer en landant une forêt, et vu que mon deck a l'air de me donner toute ma rampe, je joue une culture. Je vais pouvoir aller chercher 2 landes, en mettre un sur le champ de bataille engagé et un autre dans ma main. De retour à Ludo, il va jouer une enclave débrideur, un terrain qui s'engage pour ajouter un incolore, et pour 3 incolores, il peut l'engager pour piocher une carte seulement s'il a une créature de force supérieure ou égale à 4. Et grâce à ces 3 manas, il va jouer un soulèvement de Garruk, un enchantement qui quand il arrive lui permet de piocher une carte s'il a une créature de force 4 ou plus. En plus de ça, toutes ces créatures gagnent du pétinement, et à chaque fois qu'une créature de force 4 ou plus arrive sur le champ de bataille sous son contrôle, il pourra piocher une carte. Puis nous avons eu le droit à un échange politique des plus palpitants et pertinents. Avant de taper, faudrait que tu nous dises quand même dans quel camp t'es, pour savoir si on est dans le même, tu vois. Dans quel camp t'es? Ouais, Peut-être le tien. moi je Mais ça changerait, il tape tout le monde.
Fort heureux d'avoir entendu cette conversation, Coco va enfin pouvoir jouer son Vitzalfirin, un terrain qui, quand il arrive, permet d'appliquer regard 1 et qui peut s'engager pour un incolore. Ouais, c'était suspect comme conversation. Mais bref, on revient autour de Cielou qui va nous jouer sa montagne et également le médaillon de rubis, un artefact qui va lui permettre de baisser les coups de lancement de ses sorts rouges de 1 mana. Avec ça, il va pouvoir jouer le tambour de guerre gobelin, donc ces créatures auront la menace, ce qui fait qu'elles ne pourront plus être bloquées excepté par 2 créatures ou plus. On continue avec Flo qui va land avec le lieu du crime, un terrain artefact qui arrive engagé, qui s'engage pour ajouter un incolore, il peut engager une créature dégagée qu'il contrôle pour ajouter un mana de la couleur de son choix, et pour 2 incolores, il peut sacrifier le terrain pour piocher une carte. Il continue en jouant Convertimir, une créature de 1 qui a la toxique 1, donc quand il va blesser un adversaire, il lui mettra un marqueur poison, et il peut l'engager pour payer 2 points de vie et ajouter un mana de la couleur de son choix. Et de retour à notre seigneur Sylvain, le collecteur de dettes se déclenche, Coco, Cielou et Ludo perdront chacun 1 point de vie et notre seigneur reprendra 3 points de vie. Il va ensuite jouer son horrible commandant, la rage-gueule Nigrinçant, une terrible 5-5 menace portée qui, quand elle arrive et à chaque fois qu'il va jouer une carte avec au moins 2 types de cartes, il pourra créer un jeton de créature 2/2 noir oiseau engagé avec le vol, et cela pour chaque joueur. En plus de ça, ils seront incités pour le reste de la partie. Et il ne s'arrête pas là puisqu'il va également lander avec la salle au trésor. C'est un terrain artefact, donc on va créer chacun un oiseau, et son terrain peut s'engager pour ajouter un incolore, et sinon il peut payer 2 fois X pour l'engager, le sacrifier et créer X jetons trésor. Laisse à moi, seigneur. Non, Seigneur, attaque-le pour son effroterie. Tu peux m'attaquer si tu veux. Bah oui, tu n'es pas un allié. Oui, c'est ça. Moi, je suis un allié. Tu diras ça à mes deux corbeaux. Je pourrais le prouver, mais ça servira à rien. Oui, c'est facile à dire ça. Ouais, on la connaît celle-là. Au final, Sylvain passera à sa phase d'attaque, on verra l'espoir de Gérapure sur Flo, lui infligeant une nouvelle blessure. À la fin de son tour, Sylvain mettra un marqueur d'aide sur Flo, lui permettant de piocher une carte. Puis vient mon tour, je vais lander avec un arrêt, puis je vais engager une forêt et un arrêt pour jouer Pipin Garde d'Isengard, l'un de mes 2 commandants. C'est une de 2 qui, pour un incolore, je peux l'engager pour créer un jeton nourriture, et je peux également l'engager en sacrifiant 4 nourritures pour que toutes mes autres créatures gagnent +3/+3 et acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Par contre, je ne peux le faire qu'en rituel. Je continue en jouant Jaira, ami de la forêt, une créature 2/3 qui permet à mes jetons de s'engager pour m'ajouter un mana vert. Je vais en profiter pour engager les 2 oiseaux que m'a donné Sylvain, pour payer mon paysage myriadaire et aller chercher 2 plaines. Bon, je voulais attaquer à la base, mais je trouvais ça stylé, c'était le bon moment pour le faire. Autour de Ludo, il jouera un jardin des cimes, un terrain qui peut s'engager pour ajouter les couleurs de Hull. Et ayant enfin son mana rouge, il va nous jouer son commandant Amarante Coral. Une belle 5-4 avec le piétinement qui est obligé d'attaquer à chaque tour. Et à chaque fois qu'il va blesser un adversaire, il va pouvoir blesser tous les autres adversaires au passage. Son arrivée déclenche le soulèvement de Garrux qui va permettre à Ludo de piocher une carte. Y a moyen que tu te réveilles avant d'attaquer? Savoir si... Non, aucun. Ok. Et ça t'aiderait pas. Ça me servira à savoir dans quel camp t'es. Donc, Apparemment dans le sien. Voilà, donc il va s'empresser d'équiper son commandant des jambiers éclairs, puis il va passer à sa phase d'attaque, il va envoyer Amarante Coral sur Coco, l'un des 2 oiseaux donné par Sylvain sur Cielou et le deuxième sur moi-même. L'effet d'Amarante Coral se déclenche, donc on va tous prendre des dommages. Coco prendra 5 dégâts du commandant, Cielou et moi-même 7 au total, et Flo et Sylvain 5 blessures. À la fin du tour de Ludo, Coco en profite pour jouer la Cigale Fuyarde, une créature 2/2 qui a le flash. Elle va permettre à tous ses sorts incolores d'être lancés comme s'ils avaient le flash, et à chaque fois qu'il va lancer un sort incolore jusqu'à la fin du tour, la Cigale pourra acquérir le piétinement et gagnera +X, X étant la valeur de mana du sort. À son tour, il se contentera de poser un land, puis on verra les 2 oiseaux donnés par Sylvain sur la tête à Ludo, lui infligeant 4 blessures. On reprend avec le tour de ciel, il va jouer sa montagne et décider de mettre le foutoir. Oui bon, ça va prendre un peu dans tous les sens du terme, c'est un enchantement qui empêche les créatures de bloquer. Voilà, je l'ai fait très bien. Il continue son tour en jouant la capitaine Laneraï Tempest, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est une 2/2 célérité, à chaque fois qu'elle va attaquer, il va créer un jeton trésor, et à chaque fois qu'il va sacrifier un jeton trésor, elle va gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ensuite on en arrive à sa phase d'attaque, il va envoyer sa capitaine sur Sylvain, un oiseau sur Coco et l'autre sur moi. On va prendre respectivement 2 blessures chacun. Et vu qu'il a attaqué avec Laneraï Tempest, et il va créer un jeton trésor en plus. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, n'hésite pas à retourner ta carte au plus vite. Pourquoi donc? Moi, ça tape tous les adversaires. Si on n'est pas adversaire, le problème est réglé. Ok, je fais une note mentale. Ce qui semblerait, qu'il se pourrait que peut-être, toutes les hypothèses et les conjonctures, on est dans le même camp.
Ouais, bon, on en est là, donc autour de Flo, il va jouer son commandant Ultron l'Annihilateur, il va devoir payer 2 points de vie grâce ou à cause de son Convertimir. Donc Ultron, c'est une 3-4 avec le vol, à chaque fois qu'il va arriver ou attaquer, il va créer un jeton de créature 2/2 incolore, robot et méchant, et à chaque fois qu'une carte d'artefact ira dans son cimetière, chaque adversaire perdra 1 point de vie. Et vu qu'il vient d'arriver sur le champ de bataille, il va créer son premier jeton. Puis on passe à sa phase d'attaque. Renaud, tu t'es présenté comme le copain du seigneur trop de fois. Je t'attaque. Tu oses m'attaquer? Alors attends, Oui. je repose cette bouteille. En réponse, rien du tout. En réponse, je t'envoie chier. Voilà. En réponse, je reprends ma bouteille. Bon, et au final, Coco prendra à 4 blessures. Le tour du seigneur commence et vous commencez à avoir l'habitude, le collecteur de dettes se déclenche. Coco, Cielou, Flo et Ludo perdront chacun 1 point de vie et Sylvain reprendra 4 points de vie. Il va ensuite lander avec le pont de Fongemousse, un terrain qui arrive engagé mais qui a la cachette 4. Il va donc regarder les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque, en exiler une, mettre les autres sous sa bibliothèque. Et pour un mana vert, il pourra engager le terrain pour jouer la carte exilée sans payer son coup de mana, si les créatures qu'il contrôle ont une force totale supérieure ou égale à 10. Sinon, c'est un terrain qui s'engage pour rajouter un vert. Puis, à sa phase d'attaque, il va envoyer l'espoir de Guirapur, l'inspecteur de la fonderie, ses 2 oiseaux et son commandant dans la tête à Flo, pour un joli total de 13 dégâts. Allez. Là, à 16, là, tu meurs sur mon tour. Alors, restez calme, monsieur. C'est pour ça que je t'ai demandé plusieurs fois si on était du même camp. Oui, mais ça change rien à comment je joue. Connard. Non, mais là, j'y peux rien. Je vois ma main, en fait, ça change. Non, mais si tu te révèles, et si on avait négocié un peu, je me serais révélé aussi, tu ne m'aurais pas tué. Ouais. Pour information, si je survis, je gagne à mon tour. Voilà. Ah, Non, mais vraiment, pourquoi il le dit? Il y a peu de chances qu'il ait dit ça pour bluffer. Maintenant, faut faire avec cette nouvelle info, quoi. Enfin bref, on reprend le tour de Sylvain, il va jouer un chronomancien, c'est une créature 1-1 qui pour un incolore peut s'engager pour sacrifier un autre artefact et piocher une carte, sinon il a l'exhumation pour 2 incolores et un noir, donc il peut être renvoyé sur le champ de bataille depuis le cimetière, il va acquérir la célérité et sera exilé à la prochaine étape de fin, où Sylvain a quitté le champ de bataille, et ça peut être fait qu'en rituel. Et vu que c'est une carte avec 2 types, le commandeur de Sylvain se déclenche et on va tous créer un pigeon 2/2. En tout cas, les assassins, comme ça, ils ont l'info. S'il y a moyen de me protéger ou pas de me finir. Ah, parce que monsieur est un assassin, je suis choqué. Oui, à un moment, je me cache plus. Hein. Les bras m'en tombent. Je te jure. Oui, et du coup, à la fin de son tour, le collecteur de dettes se déclenche, Cielou va pouvoir piocher une carte et gagner un marqueur dette. Reprenons avec mon tour, je vais commencer en landant une forêt et puis je vais jouer. Donc c'est une créature 1-4, et à chaque fois qu'un artefact arrivera sur le champ de bataille sous mon contrôle, je pourrai créer une créature 1-1 soldat avec le lien de vie. Par contre, cette capacité se fait qu'une seule fois par tour. Je continue en jouant la fontaine de transmutation, un artefact qui peut s'engager pour créer selon mon choix un jeton de sang, un jeton indice ou un jeton de nourriture. Et pour 3 incolores, je peux l'engager en sacrifiant 3 jetons d'artefacts avec des noms différents, et je peux aller tuto une carte dans ma bibliothèque. Par contre, cette dernière capacité se fait uniquement en rituel. Et vu qu'un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous mon contrôle, ça va faire proc. Et je vais donc créer un soldat 1-1 avec le lien de vie. Je vais passer ensuite à ma phase d'attaque, et en mesure un petit peu désespérée, je vais envoyer tous mes oiseaux et Jaira sur la tronche à Ludo, pour un total de 8 blessures. Soit Zaki, c'est aussi un assassin qui m'aide. Soit Zaki croit pas à mon plan. Et ça aussi, c'est 2 hypothèses très probables. Puis Ludo commence son tour et passe directement à sa phase d'attaque. Il va envoyer ses 3 oiseaux sur ma tronche et Amarante Coral sur celle du seigneur. Une réponse. Pour 2, je me révèle. Mais t'es qui alors? Oh, Tu es vraiment l'allié. Parce qu'à la fin du tour, c'est l'autre, c'est mon voisin. Seigneur a protection contre tout et ses PV peuvent pas changer. Avec cette réponse, du coup, cela nullifie l'attaque d'Amarante Coral et on ne prendra pas les dégâts en AOE qu'il aurait dû faire. Néanmoins, je prendrai quand même les 6 points de dégâts des oiseaux. Après cette révélation, on va continuer avec le tour de Coco, il va passer directement à sa phase d'attaque, envoyer ses 3 oiseaux sur la tête à Ludo pour lui infliger 6 blessures. Et oui, il a zappé d'attaquer avec sa cigale, il a oublié qu'il y avait la carte foutoir en jeu. On enchaîne avec le tour de Cielou, il va jouer sa montagne et il va poser son commandant Delina Mage Sauvage. Donc quand il attaque, il cible une de ses créatures, puis il va lancer un des 20, sur un 1 à 14 il crée un jeton, et sur un 15 à 20 il crée un jeton et il relance. Les jetons créés ne sont pas légendaires et sont exilés à la fin du combat. Juste envie de lancer du chaos en fait. Le chaos c'est bien. Pense à Le chaos c'est pas mal. Si ça altère pas mon board, si ça altère pas mon board, ça m'arrange. Si, il fout le bordel. Non. Écoute pas ce que les autres te disent.
Ouais, Bon, fous le tu sais, bordel. De toute façon, Zaki me croit. Faut pas le bordel. fous le bordel. Zaki peut-être y voit. Fous le Je sais bordel. pas s'il voit. T'as deux mecs un peu hasardeux là qui disent fous pas le bordel. Ouais, non, mais c'est de marrant, toute t'as façon, combien d'alliés dans la partie déjà? Bon, Il y en a deux. moi, je suis ton allié, moi. Non. 1, 2, 3. Ah bah non. Toi. Et alors qu'on pensait tous les rôles un petit peu définis, Cielou va nous jouer Reforger l'âme. C'est un rituel qui fait que chaque joueur se défausse de sa main puis pioche cette carte. Quand c'est que Flo, qui assume être un assassin, dit qu'il a une combo en main, quand son allié lui fait défausser sa main, c'est plus si clair que ça quand même. Et en bonus, vu que Flo s'est défaussé de 5 artefacts, et grâce à Ultron, on va perdre 5 points de vie chacun. Il y a de moins en moins de doutes sur le rôle de Cielou et cette phase d'attaque va être révélatrice. Il va commencer par envoyer la capitaine Laneraï Tempest sur Sylvain, puis un oiseau sur Coco, un oiseau sur Flo et un oiseau sur moi. Bah si ça c'est pas une attaque de traître hein. En attendant, Coco, Flo, Sylvain et moi-même, on va prendre 2 blessures. Et grâce à sa capitaine, il va créer en plus de ça un trésor. On en revient au tour de Flo, et hélas toujours pas de land, mais il va quand même pouvoir jouer l'hôtel d'Ashnod, un artefact qui lui permet de sacrifier une créature pour ajouter 2 incolores. Il va ensuite passer à sa phase d'attaque en voyant les 3 pigeons sur la tête à ciel, son commandant et son jeton sur le leader Sylvain, ce qui va permettre d'infliger 6 blessures à ciel et 5 blessures sur Sylvain. Quand Ultron attaque, ça va déclencher sa capacité, ce qui va permettre à Flo de créer un nouveau jeton de créature 2-2 robot méchant, et suivi d'un petit échange entre personnes civilisées. T'as moyen de te révéler, Zaki, prochainement? Ouais. Mais genre maintenant ou pas? Bah avec quel mana en fait? Non, parce que des fois il y a des révélations sans mana. Moi c'est le cas par exemple. Non. Ok. Donc je vais éviter d'arracher 10 points de vie par exemple, tu vois. C'est mieux. Je le ferai en réponse. Ok, bah voilà, plus de choix pour le prochain tour, hein, je sais ce que j'ai à faire. Ensuite, Flo reprend en sacrifiant un premier pigeon à son hôtel pour ajouter 2 manas incolores. Avec ces 2 manas, il va pouvoir jouer un hôtel de la démence. C'est un artefact qui lui permet de sacrifier une créature, et le joueur ciblé met dans son cimetière depuis le dessus de sa bibliothèque un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée. Une autre carte tout aussi connue que l'hôtel d'Ashnod pour les combos. A la suite de ça, il va sacrifier un nouveau pigeon à l'hôtel d'Ashnod et il va également engager son mire de plomb pour obtenir un mana noir, ce qui va lui permettre de jouer l'apprenti marionnettiste, une créature 1-2 qui a la fabrication 1. Pour mémoire, la fabrication, c'est quand cette créature arrive sur le champ de bataille, il peut mettre un marqueur +1/+1 sur elle, ou sinon il crée un jeton artefact 1-1 incolore cerveau. Il va choisir de créer un jeton cerveau. En plus de ça, à chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact qu'il contrôle est mis dans son cimetière depuis le champ de bataille, chaque adversaire perdra un point de vie. Et pour finir, il va engager son Convertimir, perdre 2 points de vie pour ajouter un mana noir, sacrifier son dernier pigeon à l'hôtel d'Ashnod, et avec le dernier mana flottant qui lui restait, payer 4 mana pour jouer le Simulacre solennel. Créature bien connue des petits et des grands, puisque quand il arrive, il peut aller chercher une carte de terrain de base dans sa bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé, et quand le golem mourra, il piochera une carte. A la fin du tour de Flo, Sylvain aura une réponse puisqu'il va sacrifier un de ses oiseaux pour jouer une dispute mortelle, un éphémère qui va lui permettre de piocher 2 cartes et de créer un jeton trésor en ayant sacrifié une créature ou un artefact au préalable. Puis au moment où je récupère la priorité, je vais également engager ma fontaine de transmutation pour créer un jeton indice. Avec l'arrivée de cet artefact sur mon champ de bataille, se déclenche et je vais donc pouvoir créer un jeton soldat 1-1 avec le lien de vie. Et enfin, avant le tour de notre seigneur Sylvain, Flo va nous exposer une nouvelle fois son plan. À mes amis assassins, essayez de mettre un max de dégâts dans le suzerain. Allez, Sans me tuer. j'ai un plan, gagné. Non mais plus il baisse, Je vote pour ce plan. plus il y a des probabilités que j'arrive à le finir. Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. Non, je réponds même plus. On commence le tour du leader Sylvain, et bien sûr, le collecteur de dettes se déclenche. Coco, Flo et Ludo perdront chacun un point de vie, Cielou en perdra 2, ce qui va permettre à Sylvain de reprendre 5 points de vie. Il va ensuite passer directement à sa phase d'attaque et envoyer le chronomancien sur Ludo, l'espoir de Girapur sur moi, et enfin son commandeur, l'inspecteur de la fonderie et ses 2 corbeaux sur Flo, ce qui aurait pour effet de lui infliger 12 blessures, et donc de le tuer. Mais Ludo va avoir une réponse et il va se dévoiler, il est la folle. Donc il va pouvoir engager 2 créatures ciblées, chacune de ces créatures va infliger à son contrôleur un nombre de blessures égal à sa force, et en plus de ça il va pouvoir prévenir toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par ces créatures pendant ce tour.
Il va donc cibler l'arrache-gueule et l'inspecteur de la fonderie. Ce qui fait qu'au final, Flo ne prendra que 4 blessures, Ludo en prendra une, comme moi, j'en prendrai qu'une, et Sylvain, lui, prendra 8 blessures. Ensuite, à sa deuxième phase principale, Sylvain va lander un marais et va passer son tour. On a failli oublier, à son étape de fin, le collecteur de dettes se déclenche, il va cibler Ludo pour lui mettre un marqueur dette et lui faire piocher une carte. Je vais avoir une petite réponse à la fin de son tour, puisque je vais utiliser la capacité de Jaira en engageant le jeton indice que j'avais créé au tour d'avant. Grâce à ça, je vais pouvoir utiliser la capacité de Pipin me permettant de créer un jeton food. Et puisqu'un artefact vient d'arriver sur le champ de bataille, se déclenche et je vais pouvoir créer un nouveau jeton de créature 1-1 soldat avec le lien de vie. Voilà, je vais pouvoir commencer mon tour, je vais land avec un bosquet de sol pétale, un terrain qui peut s'engager pour m'ajouter les couleurs de Célestia. Et chose promis, chose due, je vais donc me révéler de manière absolument pas optimale. Mais bon, c'est pas grave, je suis le chaman de guerre. Donc quand je me dévoile, je peux détruire jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés. Et si aucun d'entre eux n'est une créature, je peux créer un jeton de créature XX rouge élémentale, X étant la valeur de mana totale des 2 permanents détruits de cette manière. Et après un long conseil de guerre avec mes 2 alliés assassins, nous allons décider de détruire la cigale fuyarde et Delina, histoire d'assurer un petit peu nos arrières. En réponse, grâce à sa cigale, Coco va jouer en flash un édron d'archive, un artefact qui lui permet de s'engager pour s'ajouter 2 mana incolores, il peut également payer 2 incolores et l'engager en le sacrifiant pour piocher 2 cartes. Et avec ces 2 nouveaux manas, il va jouer lui qui annonce la fin, une créature de 2 qui fait que ses sorts incolores avec une valeur de mana supérieure ou égale à 7 qu'il lance coûtent 1 mana de moins à lancer. Et les autres créatures incolores qu'il contrôle gagnent +1/+1. Mais Sylvain va décider de s'en mêler et va jouer un repas revitalisant, donc il va mettre un marqueur +1/+1 sur la cigale à Coco et également lui donner l'indestructible, ce qui va m'empêcher de le détruire. Je vais continuer mon tour après ça et je vais jouer l'apprenti marionnettiste. Ouais, c'est du déjà vu. Et avec sa capacité fabrication, je vais également créer un cerveau. Et puisque j'ai un artefact qui est arrivé sur le champ de bataille, se déclenche et je vais pouvoir créer un jeton de créature 1-1 soldat avec le lien de vie. Je passe ensuite à ma phase d'attaque et je vais envoyer sur Sylvain, Pipin, Mary, Jaira et 3 soldats pour un total de 8 blessures. Et grâce à mes soldats, je vais également reprendre 3 points de vie. Puis à ma seconde phase principale, je vais jouer en rituel Implorer la Reine. C'est un tuto qui va aller me permettre de chercher une carte. Et je vais aller chercher le Zélateur de la Collerette Obscure, que je vais m'empresser de jouer. C'est une créature 3/2 qui me permet de sacrifier une autre créature ou un autre artefact et ça me permet de faire surveiller 1. Pour mémoire, surveiller me permet de regarder la carte du dessus de ma bibliothèque et je peux choisir de la mettre dans mon cimetière. Puis on reprend avec le tour de Ludo, et il va commencer en landant avec un château de Garambrig. Un terrain qui lui ajoute un mana vert, et pour 2 incolores et 2 verts, il peut l'engager pour ajouter 6 mana verts. Par contre, il ne peut dépenser ce mana que pour lancer des sorts de créatures ou activer des capacités de créatures. Avec ça, il va jouer un Chancreflore, c'est une créature 3/2. Pour un incolore, il peut le sacrifier, il pourra choisir entre détruire un artefact, détruire un enchantement ou proliférer. Il va également jouer Alana et Alena partenaires, une créature 2/3 qui a l'initiative et la portée, et au début du combat pendant son tour, il pourra mettre X marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée qu'il contrôle, X étant la force d'Alana et Alena, et cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Il va lui équiper les bottes pour lui donner la célérité, il va passer à sa phase d'attaque, en commençant par envoyer les 3 oiseaux sur Cielou, puis il va envoyer Alana et Alena, oui c'est chiant à dire, Chancreflore et son commandant sur Sylvain, pour un total de 12 blessures, ce qui va mettre fin à la partie et qui va donner la victoire aux assassins. Et bah voilà, au final une game qui a pas été si longue que ça en termes de tours. Bon, pour ceux qui ont vraiment pas suivi, Sylvain était donc le leader, Coco son gardien, Cielou le traître, Flo, Ludo et moi-même les assassins. À 6 c'est vraiment pas facile pour le gardien et le leader, pour le coup faut vraiment que le traître leur file un coup de main, parce que là avec 3 assassins sur la tronche du leader ça peut très vite mal se mettre. C'est une game où il y a quand même eu pas mal de doutes sur les rôles, notamment sur celui de Ludo, où on était un peu persuadé que c'était le traître. Je l'ai même attaqué un moment de mon côté en pensant qu'il allait essayer de finir Flo. Je lui avais envoyé mes oiseaux pour essayer de prendre l'aggro, ce qui a fonctionné, mais du coup on s'est tapé dessus entre assassins quoi. Et à côté de ça, le coquin de Cielou, il en a bien profité. Il a été discret et avec ses moves très chaotiques, du coup on pouvait pas vraiment savoir de quel côté il était. Il l'avait dit dans sa présentation et ça s'est tenu, il a mis en avant le côté chaos de son deck. Le deck de Sylvain on le connaît bien, il est extrêmement violent, là par contre manque de chance pour lui, on arrivait quand même un petit peu à exploiter ses jetons pour faire des choses, du coup ça n'a pas été la meilleure game possible pour son commandant. Du côté de Ludo, ça a galéré avec le mana rouge, il a pas eu beaucoup de buff non plus pour ses créas, heureusement d'ailleurs, parce que s'il avait pu pimper son commandant, à mon avis la game serait terminée beaucoup plus rapidement vu les buffs qu'il mettait.
Enfin je dis heureusement, bon il était de mon côté au final, hein, donc bon. Du côté de Flo, deck combo artefact, ça marche toujours aussi bien. Hein. En plus de ça, Ultron lui permet d'avoir cette capacité de faire des dégâts à tout le monde quand des artefacts vont au cimetière, ce qui est normalement une carte en plus à rajouter au combo. Donc là vraiment avoir ça sous la main, ça aide beaucoup. Bon par contre je comprendrai jamais pourquoi il dit à tout le monde qu'il a la combo en main pour terminer la partie. Hein. Qui plus est, j'ai été regarder dans son cimetière après qu'il se soit défaussé de sa main. Alors oui, j'ai vu une marchande dame du terrier qui lui permettait de sacrifier ses créatures, mais au prix d'1 point de vie à chaque fois. À ce stade de la partie, il était déjà un peu boiteux, hein, donc bon, j'ai un peu du mal à voir comment il finissait, mais bon, pourquoi pas. Et Coco, pas de chance, un petit peu bloqué avec le mana quand même. Bon, promis, dans la prochaine vidéo, il va avoir sa revanche. Parce que oui, Molecule Man sera de retour dans la prochaine vidéo de tricherie qu'on fait, et je peux vous dire que dans celle-là, il envoie du pâté. De mon côté, j'ai eu un petit peu tous mes éléments de rampe au début, donc c'était un peu compliqué de se développer, mais c'est pas trop grave avec ce deck. À la fin de la partie, j'étais vraiment très bien. Le deck était en place, les mécaniques commençaient à se mettre en route. Un tuto en main et un tuto potentiel qui arrivait sur le champ de bataille. Non, là moi de mon côté, j'étais plutôt confiant pour la suite. Bon, bien sûr, il a fallu que la game se termine à ce moment-là. Ouais, forcément. Bon, puis on va être honnête, Flo et moi avions chacun une apprentie marionnettiste sur le champ de bataille. Si on sacrifiait tout notre board, on pouvait coller près d'une trentaine de dégâts à nous deux. Bon, dans tous les cas, la game était finie. Bon, en tout cas, c'était une bonne game entre potes, on en a bien profité. Comme j'ai dit, la prochaine vidéo sera également une vidéo de tricherie. Il faut juste me laisser le temps de la monter parce que le travail, tout ça, ça prend du temps. Mais sinon, là-dessus, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très vite et salut!